Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a du boulot. Alors comme vous le savez, ma pratique de la montagne, elle est à la croisée de plusieurs sports. Le vélo, bien sûr, mais pas que. Toutes les phases d'ascension, elles s'apparentent énormément à de la randonnée ou du trek, voire même parfois à de l'alpinisme ou de l'escalade. J'ai aussi parfois des problématiques de bivouac. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter tout mon équipement, et surtout de vous donner tous mes trucs et astuces pour réduire le poids, pour combiner les usages. Parce qu'en fait, il faut vraiment, en théorie, beaucoup de matos pour pallier à tous les cas de figure que je peux rencontrer dans le cadre de ma pratique. Là, c'est de la vraie montagne, Thomas. T'as jamais emmené un vélo aussi haut? Donc voilà, je vais vraiment vous révéler tous mes secrets, certains trucs que j'ai jamais dit ou expliqués. Et en fait, cette présentation, elle va pas du tout intéresser que les VTTistes. Le but, c'est qu'elle intéresse vraiment tous les pratiquants de montagne, quel que soit leur sport. Donc bien sûr, je vais parler de certains équipements qui ont rapport que au vélo, mais la majeure partie de la présentation va concerner des équipements de montagne. Et du coup, cette vidéo, elle est chapitrée en dessous. Et si l'aspect vélo vous intéresse pas, vous pouvez directement aller sur les équipements de montagne ou sur la partie qui vous intéresse vraiment spécifiquement. Alors, il y en a quelques-uns qui vont se dire que j'ai déjà fait des vidéos de présentation de mes équipements. Oui, c'est vrai. On prend vraiment beaucoup de matos. Mais d'une part, là, j'ai vraiment prévu de vous faire un bilan, mais vraiment beaucoup plus complet et de tout vous expliquer. Mais surtout aussi, depuis quelques années, j'ai modifié énormément de choses. Je réussis maintenant à avoir un sac qui a un poids qui a peut-être été quasiment divisé par 2 en 5 ou 6 ans, mais avec encore plus d'équipement. Donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de vous le partager. Donc pas de saucisson sûr. Mais prends-en pour toi si tu veux. Ok, du coup je prends le gros couteau. Non, prends pas le gros. Non, prends pas tout ça, c'est trop lourd. Non. Ok, donc avec 30... Pourquoi je prends mon dentifrice? Tiens, t'as oublié tout le matos de bivouac. Ah oui. T'as oublié la dernière pour l'hiver. Ouais. Alors, je vais vous présenter ça dans 2 vidéos distinctes parce que, en fait, en une seule vidéo, ça va être trop long. Tout le matériel et le sac standard vont faire l'objet d'une seule vidéo. Et ensuite, les options. Option bivouac et option plein hiver. Donc c'est pas du matos de ski, c'est pour faire vélo ou montagne en plein hiver. Un petit mot par rapport à mes sponsors. En fait, cette vidéo, elle n'est pas faite pour mes sponsors. Elle est vraiment faite pour vous. En fait, je vais vraiment prendre mon sac à dos et vous détailler strictement tout ce que je mets dedans. Et tout ce que je mets dedans, c'est pas du matos sponsorisé. Certains de mes équipements, effectivement, sont des équipements pour lesquels j'ai un partenariat avec des marques, mais pour la plupart des équipements, c'est des équipements que je me procure moi-même. Hein. Vraiment, le but, c'est d'être objectif, et c'est pas de faire une vidéo de promo du tout. D'ailleurs, on va vous expliquer un peu tous les avantages et les inconvénients de tout ce qu'on met là-dedans, quoi. Voilà. Sponsor ou pas sponsor. Du coup, on vous a séparé ça en catégories. D'abord, on va vous présenter toutes les protections de VTT. Ensuite, tout ce qui est équipement de réparation de VTT. Comme ça? Ouais, mais ça marchera pas mieux. Ensuite, les équipements de sécurité qui ont rapport avec la montagne. Je pense que je me suis pété une côte. Ouais. Ensuite, tout ce qui est vêtements. Heureusement qu'on a pris les Gore-Tex. Parce que là... Et pour finir, tout le matos vidéo. Alors c'est le drone de couloir. Ça c'est un autre sport extrême. On a vérifié ses appuis. Sachant que non, il y a un dernier sujet dont on va parler, c'est aussi le sac à dos. Le sac à dos lui-même. Important. C'est super important. Ta casquette? Ah mais je peux pas. Elle est dans la voiture. Comment je fais? Truc super important. On a prévu une petite balance ici là pour peser tout item par item et pour calculer combien ça fait à la fin selon les diverses options qu'on prend pour partir. Bon alors on commence? Ouais. En premier lieu, les casques, le plus visible. Deux choix. Il y a 2 casques, c'est pas parce qu'on est 2 là. Là en fait, on vous présente que mon équipement. C'est simplement 2 options de casque. Selon le ride, je prends l'une ou l'autre. Voilà. Sachant qu'on a les mêmes équipements. Oui, on a une partie des équipements qui sont similaires. Alors du coup, c'est quoi les modèles? Donc d'un côté, on a le Met MCR Parachute, qui est commercialisé depuis quelques années déjà. Et l'autre, Bluegrass Vanguard. Du coup, pourquoi des casques intégraux plutôt que des casques jet? C'est vrai que les casques jet sont plus légers, mais niveau sécurité... Il y a une dizaine d'années, je roulais tout le temps en casque jet, et en fait, il m'est arrivé une mésaventure à l'époque, c'était que j'ai fait un OTB dans un pierrier, et j'ai atterri la tête entre 2 rochers, mais vraiment entre 2 rochers.
Et le lendemain, je suis parti acheter un casque intégral. Sachant que, quelle est la différence entre ces deux casques? Il y en a un qui est plus léger que l'autre, pourtant c'est celui qui semble le plus massif, étonnamment, c'est celui-là qui est plus léger. Et il est plus léger parce qu'il n'a pas la mentonnière amovible. Celui-ci, c'est les parachutes MCR, qui a le gros avantage d'avoir la mentonnière qui se déclipse comme ça. Et du coup, effectivement, ensuite, on a un casque jet. On l'utilise plutôt en enduro comme ça pour monter. À la descente, on met la mentonnière. Et c'est un parfait combo en fait pour pas avoir trop chaud. Très simple à monter, démonter. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une course enduro. J'ai monté, démonté la mentonnière avec le casque sans l'enlever. Ah oui, tu l'as fait avec le casque ouais. Carrément sur le visage, ouais. Ouais. Ouais, bah c'est un coup de main à prendre, hein, comme tout, mais ça fonctionne vraiment très bien. Ça marche bien, ouais. Moi, l'avantage d'avoir la mentonnière amovible, c'est pas du tout de pouvoir monter en pédalant, puisque je pédale pas. L'avantage, c'est simplement de pouvoir mieux le ranger dans le sac. Ouais. Puisqu'en fait, du coup, ça veut dire que, selon comment le sac est plein, soit je mets le casque entier à l'intérieur pour donner du volume au sac et permettre que le vélo tienne dessus, soit je mets la grosse partie à l'extérieur et la mentonnière à l'intérieur. Ça dépend. Vous voyez sur mes vidéos, c'est jamais deux fois la même chose. Et en plus, l'avantage de porter le casque à la montée sur la tête, ça permet, dans certains cas de figure, de protéger des chutes de pierre. Et du coup, de remplacer en fait, le casque standard de montagne ou d'alpinisme. Je vais vraiment pas avec le vélo. Ah non, bah... Et pour les cas de figure où le poids est ultra important, dans ce cas-là, je vais prendre ce casque-là, qui est plus galère à mettre sur le sac. Mais si j'ai des problématiques de poids, ça veut dire que logiquement, je pars peut-être avec un équipement de bivouac, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est pas gênant de mettre tout à l'extérieur. Puisqu'en fait, ça veut dire que l'équipement de bivouac, il prend strictement toute la place à l'intérieur. Donc, de toute façon, il aurait fallu mettre ce casque-là à l'extérieur. Ouais. On va peut-être les peser, là, pour vous montrer la différence. Je voudrais quand même, avant de les peser, aborder un élément de sécurité extrêmement important. Les deux casques sont équipés pareil du système MIPS. Le système MIPS, il va permettre au cerveau, quand on tombe, de moins bouger à l'intérieur de la tête. En fait, le MIPS, il va vraiment prendre un certain pourcentage de du traumatisme, on va dire. C'est la partie intérieure du casque qui coulisse voilà. En partie, qui permet à la tête de coulisser à l'intérieur. Ça va pas limiter un dégât visible, ça va plutôt limiter les dégâts internes au niveau du cerveau. Les deux casques, ils sont franchement super confortables. Peut-être celui-là un peu plus. Celui-ci, il est juste d'un confort et puis hyper respirant, très léger. J'adore. Les critères aussi pour le casque, c'est pas uniquement la protection. Ce qui est super important du coup, c'est la tenue en fait sur la tête. Parce qu'il y a des casques qui tiennent mal ou dans lesquels on se sent mal. Et j'ai eu pas mal de déconvenus avec diverses marques. Ceux-là, ils sont vraiment ultra confortables et le but d'un casque, c'est qu'on ait l'impression de rien porter sur la tête. Alors celui-là, effectivement, il donne encore plus ce ressenti que celui-là. Un autre critère aussi, comment est foutue la visière. Ça, c'est super important quand vous voulez y coller des GoPros, parce qu'en fait, le meilleur endroit pour foutre une GoPro sur un casque, attendez, je vais vous montrer. C'est vrai qu'il y a une époque, il y a très longtemps, on mettait quand même des GoPros sur le dessus. Bon, ça, c'est une époque un peu révolue. L'angle, il est pas génial. Alors, il y en a qui le foutent au niveau de la mentonnière. C'est vrai que le rendu est pas mal, mais question porte-à-faux de la masse, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Et puis, c'est aussi un risque en cas de chute. Ce que je fais depuis des années maintenant avec la GoPro, c'est que je la mets ici. Et du coup, il faut que les visières soient suffisamment avancées et plates aussi pour recevoir le support de GoPro pour qu'on puisse installer la GoPro de cette façon-là. Il y a des casques avec des visières ultra travaillées, avec des formes ajourées stylées, sur lesquelles on ne peut pas mettre la GoPro comme ça. Donc ces deux-là, ça marche bien. Et il faut aussi que la visière soit suffisamment solide et résistante pour supporter le poids des GoPro, surtout les dernières générations de GoPro qui commencent à être assez lourdes. Petit bonus sur ces casques aussi, c'est l'attache de la mentonnière qui est une attache aimantée. Du coup, ça c'est vraiment génial. Hein. C'est vrai que, hyper pratique. Le poids? Alors, le poids, ouais. Donc, 800 grammes. Voilà, 800 grammes pour le Vanguard, qui est le plus léger. Et le MCR Parachute, 868 grammes. Donc, il y a 80 grammes de différence. 80 grammes, ça peut sembler pas beaucoup, mais sur un équipement comme ça, c'est quand même assez important. Hein. Alors ensuite, pour le poids, on va vous faire diverses configs, c'est-à-dire que quand on va accumuler le poids pour faire le poids du sac final, on va faire le poids du sac en valeur maximale, c'est-à-dire avec les équipements les plus lourds, et le poids du sac en valeur minimale quand on veut optimiser à mort. La suite. Tout ça. Ça, très important, tout ce qui est genouillère, coudière. J'ai pas mal évolué sur ma pratique au fil des années. Avant, je partais capard à sauder avec la veste intégrale, les épaulières. Au fil des années, je me suis rendu compte que en fait, le problème, c'est que ça bride vachement le pilotage. Plus ça va, plus je pars avec moins d'équipement. Le gilet de protection, je le mets plus, clairement plus, jamais. Maintenant, je pars avec genouillère, coudière en général, et de plus en plus, je pars que avec les genouillères, même sur des trucs assez violents. Non, je regrette juste de ne pas avoir pris les coudières quand même. Moi je les ai pris, je me suis
T'as pris les coups d'hier, toi? Ouais, je me suis dit ça va être une Rigetti encore. Alors, je considère que ce qu'on perd en protection, on le gagne en agilité sur le vélo, et donc on a moins de probabilité de tomber. En coudière et genouillère, c'est des Bluegrass. Et ça, c'est les toutes nouvelles qui viennent de sortir il y a quelques mois. Ça fait des années que j'avais les Bluegrass parce que je trouvais elles protégeaient très bien. Et c'est partie des plus légères. Enfin, c'est toujours un compromis, les protections entre... Un compromis entre la protection, le poids, le confort. Ils les ont entièrement redesignés, là. Ils ont fait un énorme boulot, franchement, moi, Ouais. je trouve. Elles n'ont plus rien à voir avec les anciennes, c'est pas des évolutions des anciennes, c'est vraiment des nouvelles protections. Les anciennes étaient top, mais celles-là, elles sont encore vraiment 1000 fois mieux. Et elles sont d'une légèreté, c'est un truc de dingue. Hallucinante. Moi qui cherche la légèreté à tout prix, et en termes de confort, c'est un truc de fou, on les sent plus, on les sent absolument plus. Un critère important pour moi, c'était le fait qu'on puisse, notamment les genouillères, les mettre avec des zipettes sur les côtés, pour pas avoir à retirer les chaussures quand t'es en haut de la montagne, et que du coup il fait ultra froid, ou il y a du vent, et que t'as pas envie de te déshabiller, quoi. Sauf que en fait, maintenant j'utilise un nouveau type de chaussure qui fait que je peux retirer et mettre les chaussures beaucoup plus vite, ce qui fait que du coup je peux m'affranchir de ces problématiques de zipette et en mettre des comme ça quoi, qui s'enfilent. Attends, je vais peut-être te montrer les chaussures maintenant. Avant, j'avais des grosses chaussures de montagne qui sont chiantes à enlever parce que les lacets, il faut les retirer des œillets, il faut les passer sur plusieurs passants, et puis il faut les lacer. Maintenant, je suis avec des chaussures beaucoup plus légères. Des Salomon, je sais pas quoi, là, je sais pas quel modèle c'est, mais des Salomon, voilà. et du coup, avec ces... tout le monde connaît ça, hein, sur beaucoup de chaussures de trail ou de footing, il y a ce genre de système. Et en fait, ça en montagne, c'est vraiment juste génial, parce que du coup, en un clic. Bon, lui, il découvre ça maintenant. Moi qui viens du trail, on est d'accord que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Mais du coup, j'ai downgradé aussi les pompes, c'est-à-dire que je suis passé de grosses chaussures montantes à des chaussures un peu moins montantes, et maintenant à des chaussures quasiment de trail. Et en fait, c'est pas gênant en portage, même si t'as des gros poids sur les épaules, c'est pas plus gênant que ça. Je pense que c'est pas gênant parce qu'on a de l'expérience en montagne. Ceux qui en ont moins, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des chaussures qui prennent la cheville. Mais par contre, sur les pédales, c'est vachement mieux, parce qu'on a l'impression d'avoir des chaussures de VTT, quoi. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir maintenant ces Protec ici. Et pour ce qui est de la protection, toi, tu as déjà eu l'occasion de les tester? J'ai malheureusement testé ça ce week-end. Lors d'une course enduro, en fait, j'ai pu tester donc, les genouillères Aura, elles s'appellent, qui sont hyper fines et légères. Je les ai portées du début à la fin, donc j'ai pédalé avec. Sachant qu'en temps normal, j'aime pas du tout la sensation d'une protection quand je pédale, et là, elles m'ont pas gênée du tout. Avec donc les coudières, et pareil, je les ai gardées pour pédaler aussi. Et alors, je crois que je déteste encore plus porter des coudières que des genouillères, et elles m'ont pas gênée du tout. Elles n'ont pas bougé du tout. Et j'ai pris une belle gamelle sur tout le côté droit où j'ai tout le coude qui a tapé, l'épaule assez fort et le genou. Et genou, coude, je n'ai rien senti. Et les Protec ne sont pas du tout abîmés, pas déchirés, rien. Donc c'est quand même costaud. Et j'étais dubitative parce qu'en fait, c'est très fin. Attends, je vais attraper. Parce que j'ai mis les genouillères à laver, on peut les enlever. C'est très fin, ça bouge. Enfin, ça gêne vraiment pas, cette matière. Mais j'ai vraiment pas senti le choc, quoi, donc je suis bluffée. Alors, sur les genouillères, j'ai deux options, pareil, comme pour les casques, les Arto ou les Aura. J'ai l'option bonne protection un peu plus lourde, et l'option plus light, mais forcément un peu moins bien protégée. Et les coudières, c'est toujours les Aura, quoi, parce que les coudières, franchement, moi je considère que c'est pas très très important de les protéger, quand même. Bah, dimanche, j'étais contente de les avoir. Le genou, on peut plus facilement vraiment se l'exposer. Je suis d'accord avec toi. Le coude, c'est pas ça qui tape en premier, en règle générale, quoi. Bah, je suis d'accord, mais alors là, maintenant qu'ils ont fait celles-ci, qui sont super légères, fines, enfin moi, je les porterai toujours, je crois. Bon, du coup, question poids, on va les mesurer. On va commencer par la paire de coudières. 156 grammes, la paire. Waouh. Je voudrais juste comparer avec l'ancien modèle. 330 grammes, ouais. Ils ont divisé par deux, quoi. Ah ouais, non, mais moi, ça m'impressionne. Hop. Ensuite, les genouillères. Donc on va commencer pareil par les Aura, pour être... Voilà. 277 grammes. On va comparer avec les anciennes aussi, que j'ai juste là. 350 grammes. Donc il y a quasiment 100 grammes de différence. C'est... chapeau. Et du coup, celles qui sont peut-être un peu plus comparables, parce qu'un peu plus protectrices, voilà, c'est celle-ci. Ouais. 307 grammes. Elles sont toujours plus légères que les autres, hein? Bah oui, bah, c'est le but. Alors ensuite, petit élément très important. Que tu portes une fois sur deux. Non, t'exagères. Non, c'est les gants. Oui, c'est vrai que souvent sur les vidéos, on me voit sans gants. Alors à chaque fois, j'ai la remarque, ouais, tu roules sans gants, c'est pas bien. En fait, quand j'ai pas de gants, je le dis une bonne fois pour toutes,
C'est pas que j'ai envie de rouler sans gants. Il y a une époque, ouais, je roulais un peu sans gants pour le fun, mais maintenant, non, quand je peux, je mets des gants. Le truc, c'est que souvent, on utilise un drone. Sur la télécommande, en fait, la plupart des opérations, il faut à un moment utiliser l'écran tactile. Même les gants qui sont censés être tactiles, il y en a jamais qui fonctionnent correctement. Et dans ce cas-là, j'ai pas envie de devoir retirer le gant. Donc quand je porte pas le gant, c'est qu'on est sur une section de la montagne où on est en train d'utiliser le drone. Ouais. Ceux-là, ils sont vraiment top. Avant, j'avais l'habitude d'utiliser des gants qui protégeaient, on va dire, un peu plus, avec des renforts sur la paume de la main. Finalement, je préfère avoir des gants un peu plus light, comme ceux-là, qui protègent un peu moins, on va dire. De toute façon, la protection des mains est toujours très relative, quoi. L'utilisation des gants, c'est surtout pour avoir un meilleur grip sur... Ouais, quand on transpire, ou après, si, quand on finit dans les bois, qu'il y a des ronces, des choses comme ça. Ouais, donc ceux-là, je suis déjà tombé plein de fois avec. Ah, ce rattrapage de vélo! Bah, ça va, quoi. Et ils sont vraiment extrêmement confortables. C'est pour ça que ça fait maintenant plusieurs années aussi que j'en ai plus changé. C'est vrai que tu as ce modèle-là. Moi, j'ai l'autre modèle, mais toi, tu as ce modèle-là. Ouais. Donc voilà, donc c'est les modèles Bluegrass React. La matière ici est quand même très adhérente et très très agréable pour les grips du bike. Et cool, les côtés des doigts, vous pouvez voir, sont ultra aérés, ce qui est très agréable. Surtout quand, comme moi, on a tendance à suer des mains. Voilà. Et étonnamment, ils sont aussi chauds. Enfin, le ressenti est chaud. Souvent, tu m'as vu en plein hiver, alors que en fait, j'ai des paires beaucoup plus chaudes que je peux emmener en hiver, et ça me suffit. Sachant aussi qu'ils ont la particularité que moi j'aime bien d'avoir un poignet très court. Il y a des gants qui remontent vachement, ça j'aime pas. Poignet court, ça c'est vraiment top. En plus ça permet de porter des montres aussi. Ouais. Je suis du même avis. Ouais. Alors juste le poids des gants. Allez, 44 grammes. Ça a l'air de rien des gants, mais 44 grammes. Hein. Alors, on passe au matos... De réparation. De réparation du vélo ou de nous? Non, du vélo. Puis y a pas... Mais une mèche, ça suffit pas. Hein. Enfin, D'ailleurs, elles sont où mes mèches? Il y a eu pas mal d'évolutions là. J'ai réussi à faire une trousse au fil du temps qui est devenue vraiment ultra light. Hein. Non, la trousse de rep ne suffira pas là. Alors, pour ceux qui demandent, la marque de la trousse en fait. Ouais. Et en fait, je me rends compte que toutes nos trousses diverses et variées sont de la même marque. Oui, c'est des... on voit même plus. On voit même plus tellement réalisé. Et non, mais cette marque est fantastique. Et c'est la marque Osprey qui fait... En fait, c'est une trousse de toilette à la base. Alors, il y a plein de trucs. On va détailler tout. Là, je vais vraiment vous donner des astuces de fou pour optimiser votre poids. Là. Donc d'abord, les outils. On va commencer par le truc qu'on utilise le plus quand on a des problèmes sur un vélo, en règle générale, la pompe. À ne pas oublier, hein, ça m'est déjà arrivé. Et quand t'as oublié la pompe, je peux te dire que tu serres les fesses, tu fais pas le malin. Hein. Donc faut pas crever, on n'a pas de pompe. D'un coup, tu pilotes vachement plus doucement. Celle-là, ça fait des années que j'utilise et j'ai jamais changé de modèle. C'est pas la plus légère qui existe, il y a des pompes plus légères, mais c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Donc c'est une Topic Race Rocket, hein, voilà. Une pompe, ça a l'air con comme objet, mais il y a plein de critères. Le poids, bien sûr, mais il y a le volume d'air, parce que les mini-pompes de vélo de route qu'il faut pomper à mort, voilà, donc il faut une pompe suffisamment grosse. Il y a la fiabilité qui est super importante, et surtout la fiabilité par basse température, parce que quand tu es en montagne en plein hiver, ça m'est déjà arrivé de... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était très sexuel. Pourquoi? La pompe, et puis il faut qu'elle soit grosse. Je suis désolée. Non, mais du coup, la... Non, parce que dans la fiabilité à basse température, c'est ultra important, parce que dans une pompe, il y a plein de joints, puisque ça doit être étanche, et à basse température, les joints, ça a tendance à durcir, et du coup, voire à casser, ou à fuir en partie. J'ai eu des problèmes avec des pompes qui m'ont lâché quand il faisait froid. Donc celle-là, elle tient bien à basse température. Et dernier critère, pour moi, c'est d'avoir... un raccord, parce qu'il y a des pompes que tu mets en automatique sur les valves. Quand tu dois... Non, c'est sympa. Et qu'il faut tenir, voilà. Et alors, souvent, c'est un peu galère. Moi, je préfère que tu aies un raccord intégré pour ne pas se préoccuper de comment tu la tiens et de pomper à fond rapidement, quoi. 95 grammes.
quand même. Hein. Ouais, ça... Du coup, vient avec ça la chambre à air, forcément. Ouais, tout ce qui est chambre à air. Alors, chambre à air, dans mes pneus, évidemment, c'est des pneus en tubeless, il n'y a pas de chambre à air. Par contre, les chambres à air de secours, et ben du coup, j'ai pris ce qui est de plus en plus connu maintenant, ce qui s'appelle les Tubolito. Alors, les Tubolito, je sais que c'est un peu controversé, parce que c'est ultra léger. C'est ultra cher aussi, par comparaison de chambre à air normale. Ouais. En fait, c'est la fiabilité qui était remise en question, parce que souvent, j'ai vu des gars qui expliquaient qu'ils avaient eu des hernies qui se provoquaient avec les Tubolito, tout ça. Moi, pour être franc, je m'en fous un peu, parce que oui. je considère que c'est un équipement de secours. C'est juste pour faire une descente, donc je m'en fous de la fiabilité. Et surtout, pour un poids inférieur d'une chambre à air normale, on a 2 chambres à air. Donc en fait, question fiabilité, c'est-à-dire même s'il y en a une sur laquelle il y a un problème, on en a quand même 2, ce qui augmente la fiabilité de manière vraiment très importante. Mais sachant qu'on en a déjà utilisé une et qu'il n'y a pas eu de souci. Hein. En majorité des cas, bien sûr, heureusement, t'as pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, soit t'as une chambre à air, si tu la flingues, après t'es baisé. Là, t'en as 2 qui sont peut-être un poil moins faibles, puisque c'est Tubolito, mais du coup, t'as quand même 2 fois plus d'options. Non, il y en a une en 27,5 et une en 29. Puisque j'ai des roues en mulet. Alors, il faut savoir que les chambres à air de 27,5 peuvent aller dans du 29 et inversement, en cas de secours, il suffit de surgonfler ou d'un peu sous-gonfler, enfin ça fonctionne. C'est plus pour optimiser le poids que j'en ai une un peu pour rentrer à la petite, maison, ça suffit. Donc, alors, celle-ci elle fait 80 grammes, et celle-ci elle fait 78, celle-ci c'est la 27,5. Alors, ce serait bien de peser par rapport à une chambre à air normale. Parce qu'on n'en a pas une qui traîne. Donc on n'en prenait qu'une seule, et la chambre à air toute seule pèse 220 grammes. Il y en a des plus légères, hein, mais on ne peut pas se permettre de prendre les plus légères quand c'est la seule option de secours. Donc ça, c'est quand même la révolution. Donc à ça, il faut rajouter 2 démonte-pneus. Alors les démonte-pneus en acier, ultra ergonomique, tout ça, ça sert à rien. C'est plus lourd pour rien. Des trucs en plastique, ça fait l'affaire, et c'est plus léger. Ceux-là, ils vont très bien. 25 grammes la paire, 26 grammes. Sachant quand même qu'il faut tester les démonte-pneus. Il y en a qui ont des formes qui fonctionnent mieux que d'autres. Hein. Ceux-là, ils sont bien. Et alors... Ce que tu as dans les mains, là. Ouais, bon, alors on va passer ça. Ça sert à réparer à peu près tout. Les rilsans. Alors, voilà, tout un set de colliers colliers rilsans. 5 grammes. Alors, ces 5 grammes, ils sont quand même ultra importants. Ouais, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, on se rappelle de ton dérailleur. J'essaie de passer les vitesses. Et ça marche, hein. Ensuite, je n'ai plus de multitool. Même les multitools ultra légers, c'est des objets qui sont tout le temps ultra lourds. Et en plus, souvent, ils sont pas ergonomiques. Et j'ai trouvé 1000 fois mieux. Ça, c'est le truc magique que j'ai trouvé depuis quelques temps. Du coup, en fait, j'ai trouvé, maintenant, ça n'existait pas avant. Et ce sont des mini clés à cliquet. Donc voilà, donc des mini clés à cliquet, donc qui peuvent serrer dans un sens ou dans l'autre. Et sur lesquels, en fait, j'utilise des embouts standards, avec tous les embouts qu'on peut trouver sur un vélo. Donc les embouts BTR et les embouts Torx. Et en fait, le fait de prendre tout ça, d'une part, à l'utilisation, c'est 1000 fois plus ergonomique. Parce que serrer une vis BTR avec une clé à cliquet, c'est quand même 1000 fois mieux qu'avec le multitool qui est un peu de traviole et tout ça. Qui est souvent très court et tout petit. Ouais, qui est très court et tout petit. Surtout qu'en plus, il y a 2 options, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans la tête de douille, ou vous pouvez l'utiliser ici, pour avoir un corps long, vous pouvez l'utiliser sur le manche. Donc vraiment ultra pratique. Et l'ensemble, c'est beaucoup plus léger, parce qu'il n'y a pas toute la structure du multitool autour, qui est en acier en général et tout. Et du coup, dessus, j'ai même ça en bonus. Alors ça, en plus, c'est bien que ce soit en bonus, parce que quand je pars tout seul, j'en ai plus besoin, puisque maintenant j'ai un vélo à courroie, donc j'ai plus besoin du dérive chaîne. Mais du coup, quand je pars maintenant avec des gens qui ont encore des chaînes, et voilà, il y a le dérive chaîne qu'on peut rajouter, et qui peut s'encliqueter. Hop. Donc l'intégralité de ça, donc après je mets les embouts dans une boîte, donc on va compter le poids de la boîte aussi. L'intégralité de mon multitool spécial. Donc là, il y a tous les embouts nécessaires sur un vélo. Donc avec la boîte, voilà, ça fait 60 grammes. Pour info, les multitools les plus légers, c'est plutôt le double. Hein. On est plutôt à 120 grammes. Et avec ça? Et ça, alors ça, c'est assez lourd quand même, le dérive chaîne en plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas le prendre. C'est 33 grammes en plus, quoi. Ouais, tu déplaces pas les 100 grammes en tout encore. À ça, faut ajouter comme outil pour réparer les pneus, comment ça s'appelle ça?
Je sais pas comment ça C'est s'appelle. le pic à mèche, quoi, là, donc c'est pour mettre les mèches dedans, quoi. Si ça a un nom, dites-le nous. Hein. Voilà. Je sens préventif. En plus, là, ça roule fort, quoi. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. 12 grammes, 13 grammes. Hop. Il en existe des intégrés aussi dans des multitools et tout ça, mais ça, faut que ça soit pratique à utiliser, parce que... Faut y aller, ouais. Faut y aller, et puis il faut être assez précis des fois, donc voilà. Donc on a les mèches là-dedans. Voilà, les mèches sont là-dedans. Donc il y a deux types de mèches ensuite, des grosses et des petites. Donc allez, il y a 5,5 grammes de mèches. Et le truc qui est super important, enfin super important, non. Bon, ça c'est le couteau, c'est un couteau multifonction, mini. Mais alors il y a plein de gens qui expliquent que quand on part en montagne ou dans la nature, le couteau c'est le truc essentiel pour la survie. Tous les survivalistes vont vous expliquer ça. Alors si tu fais du survivalisme pur et dur pendant un mois dans un univers post-apocalyptique, peut-être. Un peu plus gros que celui-là, alors. Non mais peut-être si t'as besoin de dépecer Oui. un cerf ou un truc, enfin tu vois. J'allais dire un ours. Et de construire une cabane, d'accord. Mais en fait, pour une utilisation normale en montagne, le couteau, ça sert pas à grand chose. Je l'ai utilisé qu'assez rarement, un couteau, pour tout vous avouer. Donc avoir une petite lame, avoir un petit outil qui coupe, ça peut être utile, mais il n'y a pas besoin d'avoir le gros couteau de chasseur ou de commando de l'armée, quoi. Celui-là, c'est le couteau multifonction le plus léger et le plus intéressant que je connaisse. C'est un Gerber Dime. Et du coup, l'avantage, c'est que, bien sûr, il a un couteau. Alors, c'est pas une grosse lame. Donc voilà, c'est petit, mais ça suffit, ça coupe, quoi. Voilà. Ouais. Et le gros avantage surtout, c'est qu'il a une pince, une vraie pince. Donc ça, c'est quand même génial, parce que la pince, pour réparer son vélo, c'est quand même super utile. Il y a d'autres outils, mais qui sont bien, parce que du coup, il y a un tournevis plat, quand même. Il y a une micro-lime, et qui fait aussi tournevis cruciforme. Il y a des ciseaux, tout ça, bon ça, on s'en fout un peu, les Est-ce ciseaux. qu'il y a le tire-bouchon? Non, il n'y a pas de tire-bouchon, il y a un décapsuleur. Ah, il y a au moins le décapsuleur, c'est Voilà. Et il y a ça qui est pas mal, c'est une sorte de couteau, enfin d'ergot, quoi, qui permet de gratter, de machin, tu vois, soit le couteau, soit ça, c'est assez complémentaire. Ouais. Et du coup, le gros avantage, c'est que ça pèse, mais ça pèse de rien, ce truc, et il est quand même assez résistant. Avant, j'avais un Laserman. Un Laserman, bien sûr, c'est plus résistant, c'est plus solide, mais c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Et ça pèse juste 67 grammes. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, voilà. On finit par ça. Et on finit par ça. Alors, déjà, il y a ça. Ça, c'est juste la clé à valve. Yes. Donc ça sert pour les embouts de valve, 1 gramme. La valve de secours, quand même, parce que des fois ça arrive de la péter, quoi, donc ça c'est bien d'en avoir une de secours, surtout que ça pèse rien. 1 gramme pour le dernier élément, c'est un set de vis. Titane. Un set de vis, Forcément. titane, ouais, voilà. Donc avec ces 3 vis, puis ces rondelles-là, on peut à peu près remplacer n'importe quelle vis du vélo. Voilà, ce qui pèse le plus lourd, c'est les rondelles, 20 grammes. 20 grammes avec la petite boîte que j'ai mise, Ouais. forcément. Et du coup, on va tout remettre dans la trousse, on va peser la trousse entière, ce sera plus simple. Ouais. Elle pèse 565 grammes. Je me souviens qu'il y a quelques années, on était autour du kilo. Hein. Pas loin, ouais, c'est vrai, t'as Ouais. raison. Alors, ensuite, matériel de survie. Tant qu'on est dans le matos de réparation. Donc, la trousse de survie. Alors, ce qu'on appelle survie, on va être clair, c'est pareil, c'est comme l'histoire du couteau. C'est pas pour Ouais. survivre pendant 10 jours en montagne. C'est juste pour survivre pendant, allez, au max 24 heures, en passer... Oui, ouais. Ouais, bah si, Oui, 24 si, heures. 24 heures. Ouais. Enfin, tu peux survivre forcément un peu plus, mais Oui. je veux dire, le but, c'est pas de passer 3 mois là-haut, quoi. C'est soit de pouvoir attendre les secours, soit de pouvoir descendre à la voiture soi-même. Voilà, c'est ça. Donc, de se démerder dans une situation foireuse. Voilà. C'est ça. Il y a différentes choses dans la trousse de secours. En fait, il y a la gamme des médicaments qu'on a, et la gamme plutôt pour soigner les plaies. Plus les équipements qui ont rapport avec la Ouais. nuit, et les équipements qui ont rapport avec la communication. Au niveau des médicaments, les choix sont très personnels. Moi, j'aime bien avoir toujours du Doliprane, d'Afalgan, pour les douleurs, ou même si on commence à avoir de la fièvre, ça peut arriver. Ok, j'ai tellement pas envie de retomber sur le côte là. C'est quand je respire fort, ça craque. J'ai pris un Doliprane. J'ouvre, mais je vais pas aller très vite. 2 types d'anti-inflammatoires. On commence forcément par le Doliprane, c'est l'anti-inflammatoire, c'est assez particulier pour limiter les douleurs. Certaines douleurs, pas toutes. L'anti-inflammatoire, c'est un plus quand on sait l'utiliser. Ça, c'est du Vogalène, un simple anti-nauséeux, anti-vomitif, ça peut être pas mal. Quand on est malade et qu'on doit vite redescendre à la voiture. Attends, non, quand tu t'es pété des côtes, avoir un anti-vomitif, ça peut être super intéressant par exemple. Tu vois. Effectivement, je suis d'accord. Donc, anti-vomitif, on va prendre l'inverse, antidiarrhéique, parce qu'en montagne, si on a bu de l'eau qui n'est pas tout à fait fraîche, voilà.
Et ça, c'est aussi un petit médoc un peu personnel, c'est un myorelaxant, qui est pas mal aussi en cas de chute, quand on s'est un peu cassé quelque chose ou quoi, ça aide à tout petit peu apaiser. C'est un myorelaxant très léger, hein, mais qui permet aussi de redescendre à la voiture en cas de besoin, ou d'attendre les secours de façon à peu près confortable, on va dire. Ensuite, le sparadrap, qui va avec les compresses. C'est vraiment pour bêtement stopper une petite hémorragie. Alors ça, c'est compresse et ça, c'est pansement américain, ce qui permet vraiment de serrer un peu. Il faut savoir que le sparadrap, il sert aussi pour la réparation mécanique des vélos. C'est pour ça qu'on en a plus, je crois. La dernière fois, on en avait utilisé Ah, pour le dérailleur. Ouais. Aussi, oui, exact. Oh, mais semelle. Ce sera mieux à même de... Hop. Un petit bout de bande de strapping, pareil, pour pouvoir serrer un petit peu s'il y a une hémorragie. Avec, ça c'est, d'ailleurs on va le changer ce truc là par un neuf, c'est pour faire un petit pansement imperméable, ça peut être pratique en montagne. Et ces deux choses là, donc ça c'est pour les ampoules, ça peut quand même sauver des journées, hein. Et ça c'est des petites bandes, c'est des stéristrips en fait, de deux tailles différentes pour pouvoir recoller un petit peu les plis en attendant d'arriver en bas. Et de voir s'il y a besoin de passer aux urgences, s'il y a besoin de faire des points, ça peut déjà bien aider à ce que ça saigne pas trop. C'est quoi la différence par rapport à un sparadrap que tu mettrais normalement? Ça, tu peux le mettre à même la peau en fait, hein. Le sparadrap, tu vas pas le mettre à même la peau et ça sert vraiment. C'est comme des points un petit peu, mais que tu n'auras pas besoin. Ouais, c'est des points de suture. Ouais. Et un petit physiodose d'eau stérile, en fait, ça permet juste de nettoyer un tout petit peu la plaie en attendant de pouvoir désinfecter correctement. Super important. Ouais. Alors ça, c'est pas un médoc, c'est le micropur. Ça sert à rendre potable à peu près n'importe quelle eau. Alors rendre potable, attention, c'est pas à n'importe quelle condition, c'est-à-dire ça tue 99%, 99,9% des bactéries. Voilà. Une micro-pastille comme ça, c'est vraiment minuscule, ça désinfecte 1 litre d'eau. C'est juste impressionnant, quoi. Ça tue les bactéries, mais par contre, ça va pas détruire les métaux lourds. Donc si vous avez du plomb, par exemple, dans l'eau, et ben ça changera pas le sujet. Par contre, bon, en montagne, en règle générale, le sujet, c'est les bactéries. Le sujet, il est intéressant aussi parce que ça, en fait, finalement, au Chili, ça nous a pas tellement servi puisque tous les lacs et tout ce qu'on pouvait trouver comme source d'eau était salé. Extrêmement salé. Et ça, c'est surtout à ne pas boire, hein. Avec ou sans micropure, il ne faut pas boire de l'eau salée, hein. Un petit message de rappel, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos. En montagne, on a l'impression que l'eau qui descend des torrents, elle est ultra fraîche, ultra limpide, on a juste envie de la boire comme ça, à grosse goulée. Mais non. non, parce que vous savez jamais ce qu'il y a plus haut. Même si on est au-dessus de l'altitude des troupeaux de moutons et tout ça, il y a des bestioles sauvages, il y a des isards, il y a des chamois, il y a des trucs comme ça. Et souvent, il y a surtout des animaux morts qu'on peut trouver, et on les trouve souvent dans les torrents. Bah là, récemment, on a vu un sanglier mort. La dernière semaine, en plein milieu du torrent, mais très haut, hein, très haut. Quasiment à l'altitude des crêtes. T'aurais bu l'eau en dessous, je pense que ça serait souvenu. Hein. Dommage. Toujours désinfecté avec le micropur, sauf si vous savez que c'est une source qui sort de la roche, mais il n'y a que ce cas de figure-là, et c'est quand même assez rare qu'on sache que là, c'est vraiment une vraie source, parce qu'après, il y a des fausses sources, il y a l'eau qui s'infiltre et qui ressort un peu plus bas, quoi. Ensuite, il y a baume à lèvres et crème solaire 50+ minimum, et à renouveler. On a oublié la crème solaire. Donc du coup Alex il y a la cagoule pour essayer de pas se brûler la gueule. Alors, les autres appareils qui sont pas des médocs, il y a, pour moi, ça c'est vraiment le plus important. Si tu me dis sur tout la trousse de survie, qu'est-ce que tu prends absolument, ça. Parce que en fait, se faire prendre par la nuit, ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. Et si t'as pas de lumière... Alors là c'est bon, on a déjà chopé le bon chemin. T'es pas content de te dire qu'il y a des ours en plus dans les Pyrénées? Et celles-ci, elles sont ultra légères. Elles ont même pas de pile, elles se rechargent par USB. Et en plus, elles éclairent très fort, elles ont une très bonne autonomie. C'est impressionnant. Regardez. Ça pèse que 30 grammes, quoi, ces lampes. Impressionnant. Alors, ensuite... La couverture de survie. Couverture de survie. Qui peut servir la nuit, mais quand on est blessé, qu'on ne peut pas se déplacer, qu'on doit attendre les secours, ça permet de pas avoir trop froid. Et puis ça permet de plein de trucs. Ça nous a permis de refaire l'étanchéité d'une tente. Ou de le mettre sous la tente pour isoler du froid, de la neige. Ça, ouais, une couverture de survie, tu peux vite trouver pas mal d'utilisations. La boussole. La fameuse boussole. Pareil, quand on se dit matériel de survie, qu'est-ce qui est super important, la boussole, c'est l'idée première de beaucoup de gens.
avec le couteau. C'est un peu une image d'Épinal. Hein. Des boussoles en montagne, si je m'en suis servi 3 ou 4 fois dans ma vie, c'est le bout du monde. Parce qu'à part le cas de figure où t'es dans un brouillard totalement complet... Attends, ça s'éclaircit. Non mais Alexis... Ah, si, regarde. Non Alexis... Regarde. Vous êtes chaud pour continuer là? Ouais. Et où t'as pas de GPS aussi, parce que maintenant, en règle générale, t'as le GPS, donc t'as pas besoin de la boussole. Ouais. À part ce cas de figure-là vraiment très particulier, c'est quand même assez... D'ailleurs, je commence même là, en faisant cette vidéo, à me poser la question de si on va continuer à la garder, tu vois. Parce que, par exemple, nos montres, maintenant, elles l'ont, la boussole intégrée. Ouais, quand tu prends la montre, ouais, bien sûr. Et oui. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais c'est plus... je serais presque plus à me poser la question de la batterie de secours pour la montre ou le téléphone que... Tu vois, enfin, bon. La batterie de secours, ça pèse plus lourd. Ah, certes. Alors, ça très lourd, puisque ça pèse 190 grammes. Donc ça, c'est un téléphone satellite. Ça permet évidemment de passer un coup de fil quand on n'est plus sous la couverture réseau GSM. Ce qui arrive très vite en montagne. Alors dans les Alpes, c'est de moins en moins vrai. Les Alpes sont quand même très, très bien couvertes. Mais bon, il y a toujours des secteurs qui sont pas couverts, quoi. Et en général, c'est les secteurs les plus problématiques. Dans les Pyrénées, c'est beaucoup moins vrai, parce que dans les Pyrénées, franchement, à chaque fois qu'on fait une sortie, on capte plus. On capte plus. Hein. Alors, c'est pas magique. Pour fonctionner, il faut qu'il y ait une liaison directe entre le téléphone lui-même et le satellite qui est dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux. Ça fonctionne sur des réseaux satellites privés, en fait. Et des satellites sur les différents types de forfaits qu'on peut acheter, il n'y en a pas 50. C'est pas comme le satellite des GPS où tu en as qui couvrent toute la surface de la planète. Oui, tu as toujours accès à plein de satellites en simultané. Il faut quand même que tu aies un accès avec des satellites qui sont parfois pas forcément au-dessus, donc qui peuvent être plus bas sur l'horizon. Donc en fait, si tu es par exemple en fond, dans un creux de vallée, dans un canyon, ça passera pas. 90% du temps, ça passera pas. Par contre, si tu arrives à te mettre sur un point haut ou un point relativement ouvert, là, tu vas capter. À la recherche du réseau. Ça, c'est de la motivation. Et c'est pareil, tu vas pas capter tout de suite, hein, ça met longtemps, ça met plusieurs minutes avant de capter les satellites et tout. Et après, on a très peu de temps de communication, parce que c'est des forfaits prépayés par carte, c'est ce qui coûte le moins cher en gros, mais ça coûte quand même très très cher. Bon, ça coûte cher quand même. Hein. C'est en gros une cinquantaine d'euros pour 30 minutes de mémoire, quelque chose comme ça. Oui. Et en plus, et au bout d'un an, c'est Spérim, forcément, ouais. On en pense qu'on en pense. Et du coup, ça veut dire que tous les ans, bah, faut renouveler cette carte prépayée pour l'avoir disponible. On peut aussi envoyer des SMS avec. Après, par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une très très bonne autonomie. Ça, je le recharge 1 ou 2 fois par an à tout casser. Tant qu'on en est en train de parler des cas extrêmes où il faut déclencher les secours, dans l'ordre de priorité, il y a d'abord, est-ce qu'on arrive à descendre nous-mêmes tout seul à la voiture, même en ayant une blessure légère, et ensuite se rendre à l'hôpital, ou voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, évidemment, dans l'ordre de priorité, il y a le téléphone normal. On a toujours quand même un téléphone normal avec nous. Il faut rajouter 190 grammes. Il faut savoir que je fais exprès de ne pas avoir des méga téléphones très gros pour ça. C'est quand même le moyen le plus simple et le plus direct, ou au moins d'appeler les secours quand on est proche de la route ou à la route. Voilà. Ensuite, il y a le téléphone satellite. Et en dernier recours, il y a le cas de figure où on s'est vraiment viandé, qu'on ne peut pas bouger, qu'on est tout seul ou que les deux se sont viandés parce que, je sais pas, c'était une chute de pierre ou une avalanche. Enfin, oui, ou même quand on est perdu. Il y a plein de cas de figure. Plein de cas de figure, ouais. C'est pas forcément quand on est tout seul. On n'aura pas le temps de se foutre à la brune. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on prévient si on peut utiliser aucun de ces moyens? Téléphone satellite, je vous rappelle, si on est dans un creux de terrain, on peut ne pas pouvoir l'utiliser. Donc, comment ça se passe? On a découvert récemment un service qui permet en fait de pallier à ce cas de figure-là. Il y a pas mal de trucs qui ont existé ces dernières années, des balises semi-automatiques, des applis. J'en avais testé plusieurs et j'avais jamais été convaincu en fait, parce que il y avait toujours, des problématiques d'utilisation, quoi, d'une manière ou d'une autre. Là, le service dont je vais vous parler, il est on ne peut plus simple. Je sais même pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Et en fait, c'est d'une efficacité qui est par définition de 100%, puisque c'est très simple. On préprogramme un message avec des destinataires dans son téléphone via une application. Et si on n'a pas désactivé, si on n'a pas dit à l'application qu'on était rentré sain et sauf à partir d'un délai qu'on aura programmé, le message est automatiquement envoyé. Mais attention, il n'est pas envoyé via notre téléphone, il est envoyé via le serveur qui gère l'application, qui est toujours connecté par définition. Donc en fait, même si vous n'avez plus du tout aucune connexion, il y aura un message d'alerte qui sera envoyé aux destinataires qui ont été programmés, et, bonus, super important, en parallèle, ce message va contenir la dernière position GPS connue du téléphone.
Donc bien évidemment, c'est pas forcément la position où on se sera viandé si on est inaccessible au GPS et tout ça, mais en règle générale, elle sera quand même très proche. Ouais. Cette appli, elle s'appelle Outdoor Safe. Et elle a été créée par un ancien militaire qui faisait du sauvetage en mer. Si on est inconscient, ben le message il s'envoie. Si le téléphone il est cassé, le message il s'envoie. Il n'y a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un système, et j'ai envie de dire magique, puisque ça fonctionne par définition tout le temps. Et c'est super simple d'utilisation. Donc on va vous montrer d'ailleurs, on l'a utilisé récemment, on va vous faire une petite démo là. Vas-y, là tu programmes l'appli. En théorie, je le mettrais à 20h, mais là, comme on veut vraiment tester que l'alerte elle s'envoie, on va le mettre fictivement à... Ah oui, mais là à 14h, ouais, c'est pour tester, t'as raison. Pour voir si l'alerte s'envoie bien, si le point GPS il est correct. Ma destination, ma destination lac de Peyrelade. Mon point de départ, le parking. On va tenter la... comment ça s'appelait? La peinée blanche. En boucle. Enregistrer mon alerte. Et du coup, comment tu sais à qui c'est envoyé du coup? C'est paramétré où? Je l'avais rentré de base, alors c'est enregistré. Il y a toi, il y a mes 2 sœurs. Ah ok. Je vais dans mon alerte pour vérifier. Donc ça c'est l'alerte que tu as programmée. Et hop, démarrer le suivi de position aussi. Donc le suivi de position c'est même pas obligatoire en plus. Bon bah du coup voilà, on a bien reçu l'alerte pile à 14h. Du coup c'était moi qui étais programmé en alerte, mais c'était juste pour un test quoi. Ce sujet des messages d'alerte automatiques il me tient un peu à cœur parce que j'ai testé quand même plein de choses au cours des années qui sont passées. Et je trouve qu'il y a beaucoup de communication mensongère sur ces systèmes. Parce qu'en fait, tous ces systèmes, il faut qu'ils soient connectés d'une manière ou d'une autre. Soit il faut qu'ils soient connectés à un réseau basse fréquence pour certains, soit il faut qu'ils soient connectés à un réseau GSM, c'est encore moins bon, soit il faut qu'ils soient connectés à un réseau satellite. Le fait de vendre ça comme un système de sécurité qui va fonctionner tout le temps et qui va vous sauver la vie, quel que soit le cas de figure, bah c'est faux en fait. Et ça peut donner une fausse illusion de sécurité, ce qui est vraiment la pire des choses en fait, parce que du coup ça peut pousser les gens à prendre des risques en se disant bah tiens au pire j'ai ma balise, je vais pas citer de marque mais machin, alors qu'en fait bah non. Alors du coup on a 21 départements qui sont passés en vigilance orange aux orages là. Et on est dedans. Ouais. Super. C'est pour ça qu'en fait, cette appli est super intéressante parce que, par définition, il y a un taux de réussite de 100%. C'est le principe d'un système de sécurité, il est censé fonctionner dans tous les cas de figure possibles. Et du coup, c'est une appli qui est totalement made in France, qui est sortie cette année. Et le gars qui l'a créé aussi, il est très à cheval sur tout ce qui est protection de données et tout ça, parce qu'il a travaillé dans la cyberguerre aussi en tant que militaire. Tout ce qui est protection des données personnelles sont totales, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun business model qui est basé sur la revente de données. Et tout ce qui est tracé GPS qui sont mémorisés par l'appli, dès qu'on a fini une session, ces données elles sont effacées. Et du coup, bah, vous avez de la chance parce que le créateur de cette appli, il m'a proposé un code promo que je peux donner à tous mes abonnés. Et c'est pas un petit code promo à la con, c'est vraiment THE code promo, puisqu'en fait, pour tous ceux qui vont le rentrer, c'est 50% à vie. À partir de cette vidéo, il faut prendre un abonnement dans les 2 mois. Et bah, ceux qui ont employé le code pendant ce laps de temps, bah, ils auront 50% à vie. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous abonner avec le code qui s'affiche ici. Et puis bien sûr, il y a le lien qui est en description. Et pour finir quand même sur la trousse de survie, alors il y a 2 trucs qui sont dans la trousse de survie. Alors c'est pour réparer les équipements vidéo. Alors il y a des hélices de drone, hélice droite, hélice gauche. Et une carte SD, parce que ça m'est arrivé d'en perdre en montagne ou d'en avoir des qui soient pleines ou d'oublier de la mettre dans un appareil. Donc c'est quand même génial d'avoir une carte SD de secours. Et du coup, combien ça pèse tout ça? C'est ce que j'allais demander. Tous les équipements de survie regroupés. Alors non, c'est pas Osprey, c'est là. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est pas mal, celle-là aussi. Ouais. C'est une trousse de toilette. C'est que des trousses de toilette. En fait, on emporte plein de trousses de toilette dans ces cadeaux. 524 grammes. Ah punaise, c'est vrai qu'on était vachement plus lourd avant. Ouais, c'était pas loin du kilo avant aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, au total, on a quasiment économisé 1 kilo avec les deux trucs. Ouais. Ensuite, les fringues. Alors, tout ce qui est fringues, ouais, en premier lieu, ça, super important. La casquette. Ouais. Alors, la casquette, bien évidemment, c'est pour se protéger du soleil. Alors, j'ai une technique quand même. Si je veux économiser encore du poids à l'extrême, je fais ça. Mais alors, par contre, ça veut dire qu'il faut que je prenne le casque plus lourd. Et donc, je monte. C'est ce que je fais quand je suis tout seul, notamment, pour économiser à la fois du volume dans le sac et du poids. Bah, du coup j'économise le poids de la casquette
j'ai ça qui me protège du soleil, et ensuite j'ai ça qui prend pas le volume dans le casque. Dans le sac. Donc notamment sur les vidéos, par exemple quand je pars tout seul, sur des dénivelés très importants, en reco sur des trucs fatigants, en plus avec tout le matos vidéo qu'on se partage pas entre plusieurs personnes, donc avec le drone et tout ça, et j'ai utilisé ces techniques-là. Ouais. Mais sinon, effectivement, je prends la casquette aussi. 85 grammes. La mienne est plus légère. Ouais. C'est pas anecdotique hein, le poids d'une... tu vois, je vous parle, voilà, économiser une casquette, tout le monde se dit, voilà, mais 85 grammes. Donc on passe aux vêtements. Alors, on va reprendre le principe de base de comment on s'habille en montagne. Alors là, on parle pas du tout de vélo, on parle de n'importe quel sport de montagne. On utilise le principe des 3 couches. Première couche, c'est t-shirt à manches courtes ou t-shirt à manches longues. Pas n'importe quel t-shirt, des t-shirts techniques qui collent au corps, de certaines matières en fait qui évacuent bien la transpiration et surtout qui sèchent vite pour pas avoir froid. Ensuite, on peut rajouter à ces premières couches-là la doudoune quand on a froid. Au niveau rapport poids-chaleur, en fait, c'est vraiment ce qui est de plus efficace. Je sais pas combien elle pèse, celle-là, elle est vraiment hyper légère. On a plus légère, là, c'est celle qui est là-bas, regarde. Ouais, mais elle est moins chaude. Et justement, en fait, en fonction du type de course, ici, on peut avoir très froid ou moins froid, je prends une plus ou moins légère, on va les peser après. Et ensuite, si jamais il y a du vent ou qu'il pleut, on rajoute la hardshell. Et la hardshell, elle permet, quand il pleut, de rester au sec. Allez, ça y est, changement d'équipement. On passe en mode Patagonie. Et quand il y a du vent, de maintenir la chaleur à l'intérieur. Donc sous la hardshell, soit on met juste la première couche qui peut même être que le t-shirt à manches courtes, soit première couche plus doudoune selon la température qu'il fait à l'extérieur, selon le sport qu'on fait, parce qu'on a plus ou moins chaud. Si on est très actif, on va rarement mettre une doudoune. Il faut vraiment qu'on soit dans des situations extrêmes. Par exemple, quand on était au Chili, même en portant le vélo et en montant, vu qu'on avait des températures vraiment extrêmes à 6000 mètres, on avait la totale fromage et on n'avait pas trop chaud, quoi. Ouais. Mais en règle générale, à la montée, moi j'ai que une première couche, qui peut être, s'il fait pas trop chaud, une première couche light ou une première couche déjà un peu thermique. Voire même très thermique. Celles-là, c'est des premières couches qui sont majoritairement en mérinos. Et ça, par contre, c'est des textiles, on va dire, où la chaleur est retenue par la forme du textile et la surface du textile. En fait. Ouais. On va commencer en fait dans le détail par la hardshell, parce que la hardshell, c'est vraiment le truc le plus important. C'est votre couche de protection, on va dire. C'est quasiment un vêtement de sécurité, celui-ci. Faut savoir que ça, je la prends tout le temps, même en plein été. Ça permet d'emprisonner notre chaleur complètement et d'être à l'abri de toutes les conditions externes. Donc en gros, c'est une veste de haute montagne qui sert notamment à l'alpinisme ou au ski à la base. Elle commence à être sacrément abîmée là. Donc voilà, donc elle a des déchirures de partout. Elle a quand même quelques années. Elle est plus très imperméable du coup. Les hardshells de bonne qualité en règle générale, elles sont en Gore-Tex. Il y a plus trop d'alternatives au Gore-Tex, maintenant ils ont bouffé tout le marché. Non, il y avait des trucs à une époque, mais ça existe plus. Mais là, non, ça y est, ils sont en train de revenir, j'ai vu ça. Je me souviens plus comment ça s'appelait, Je sais pas, mais il y a d'autres matières qui commencent à revenir. Alors attention, parce qu'il y a Gore-Tex et Gore-Tex. Et malheureusement, c'est très dur de savoir ce qu'il y a comme tic de Gore-Tex dans les différents types de fringues. Il y a 3 types et 3 qualités de Gore-Tex. Il y a du Gore-Tex Stretch, du Gore-Tex Active et du Gore-Tex Pro. Ouais. Et c'est pas du tout la même efficacité, à la fois thermique et d'évacuation de transpi. Et du coup, c'est pas du tout le même tarif. Hein. Mais aussi, des fois, il y a des fringues qui sont en Gore-Tex Active qui vont être vendues à des tarifs qui sont des tarifs faut de faire Gore-Tex attention. Pro. Et souvent, même les vendeurs dans les magasins, ils ne vont même pas vous renseigner. Donc il faut vraiment rechercher attentivement sur internet. Et la veste que je suis sur le point d'acheter, elle est de quel type de Gore-Tex exactement? Alors moi, c'est une veste Norona. J'adore Norona. C'est des ultra light en fait, hein. C'est vraiment ceux qui font les vestes quasiment les plus light et les coupes sont bien en plus. Mais vous regardez la gamme de Norona ou la gamme de Millet, pour en citer un autre, ils ont un nombre de vestes hardshell qui est hallucinant. Quoi. Et à chaque fois il y a des différences très minimes les uns avec les autres, donc c'est très compliqué à choisir. Alors celle-là, elle est vraiment très light, elle pèse 380 grammes. Pas mal. Ensuite les doudounes, elles sont définies par des critères qu'on appelle le coin. Qui sont des critères d'isolation thermique. Ouais. Donc plus ça va être élevé, plus ça va être cher. Sachant que dedans, du coup, c'est du duvet. Juste petit conseil, les doudounes, il y a des sacs de compression souvent qui sont avec pour qu'elles prennent pas de place. Ne les gardez jamais stockés dans les sacs de compression, parce qu'en fait, vous les abîmez, vous compressez, vous abîmez le duvet à l'intérieur, et au bout d'un moment, elles sont moins chaudes.
Du coup, celle-là, c'est celle qu'on avait pour l'expé au Chili. Donc c'est une très très bonne doudoune, c'est l'arabe mythique. La mythique alpine, Voilà. ouais. Alors c'est dur Ouais. là, sans le sac de compression là. Le pesant il est pas assez précis. Mais bon, c'est 313 grammes quoi. Ouais, Celle-là, c'est très très léger ouais, pour le... Enfin, surtout pour une de cette chaleur, parce que ça Ouais. c'est vraiment une doudoune extrêmement chaude celle-là. Ouais. Et l'autre c'est que j'ai, alors c'est si je pars pour une sortie en plein été, où il risque pas de faire trop froid, elle c'est une Mountain Hardwear qui est plus légère, mais forcément un peu moins chaude. Là, elle pesait, la Mountain Hardwear, elle pesait 258 grammes. Ouais. Du coup, équipement qui est intermédiaire entre les fringues et les équipements de survie, il y a la cagoule. Donc ça, c'est une cagoule... Avec le tour de cou intégré, ouais. qui protège jusqu'au nez, quoi, vraiment. Donc en cas de froid extrême, ça peut être Bon, vraiment ça, pas on mal l'utilise d'avoir plutôt en hiver. En été, on le prend pas trop, ça. Tu le prends l'été? Ça dépend. Ouais. S'ils annoncent pas bon à la météo, c'est 40 grammes, quand même. Ok. Ça se trouve, on peut pas monter avec la bagnole jusque là. Faut s'assurer en fait, à partir de là. Indignité. Le mec il troll, c'est En plus, il n'y a pas besoin de la préparer maintenant, la poche à eau, quoi. Tu t'es tué avec ça. Mais oui, elle sera pas fraîche, l'eau. Et puis en plus, ça aura fui d'ici demain. Tu connais le syndrome du sac qui fuit. Mais si. Je vais vous parler de ma nouvelle poche à eau. C'est pas une blague. Avant, j'utilisais des poches à eau type camelback avec le tuyau pour boire en montagne. En fait, je suis revenu à la bonne vieille bouteille. C'est la gourde la plus légère qui existe. Alors, c'est pas pour une question de poids, même si effectivement je gagne beaucoup en poids, puisque une poche à eau c'est beaucoup plus lourd que ça. Non, c'est pour une question de... Je me suis rendu compte que paradoxalement, en fait, une poche à eau, on peut boire tout le temps. Mais en fait, du coup, je buvais effectivement tout le temps, mais je buvais par micro-gorgée. Ça incite à boire par toute petite gorgée. Et du coup, je buvais pas du tout assez. Et en fait, en revenant à une bouteille comme ça, oui, je bois beaucoup moins souvent, mais quand je m'arrête pour boire, je bois une quantité qui est au final beaucoup plus grosse. Et je me suis rendu compte que je peux très bien finir la bouteille en une sortie, là, qui est une bouteille d'1,5 litre, alors que la poche à eau, 1,5 litre, je la finissais jamais, quoi. Ouais, après ça, c'est un choix très personnel. Donc voilà. 32 grammes. Ouais, tu gagnes du C'est poids. mieux que la poche à eau qui pèse au moins 200 grammes. Juste en petit complément, mais ça c'est juste personnel, mais c'est pour compléter, pour avoir le poids vraiment total du sac. Il y a une paire de lunettes de soleil, vous la connaissez tous, celle-là. Ouais. Alors, petite explication quand même. Pourquoi j'ai toujours des Ray-Ban? C'est pas que pour le style. C'est pas que pour le style, même à la base, c'est pas du tout pour le style. Normalement, bien sûr, des lunettes de sport, c'est quand même mieux. C'est plus indiqué, ça protège mieux. Enfin, pour le vélo, c'est mieux. Pour tout, c'est mieux. Mais non, c'est simplement que je suis myope, j'ai une correction très forte. Et les lunettes de sport, elles sont galbées. Avec la correction comme ça fait des effets où ça fait tourner la tête. Et du coup, je suis obligé d'avoir des lunettes de soleil qui sont plates. Les Ray-Ban, elles ont l'avantage d'être plates. On rajoute ça pour le poids. Allez, 70 grammes. Alors après, des barres énergétiques. Pourquoi on est revenu chez Decathlon? Le rapport poids, apport énergétique et le prix aussi. Elles sont quand même bien moins chères que tous leurs concurrents. Et en plus, elles sont super bonnes. Elles sont vraiment super bonnes. Enfin, nous, à notre goût en tout cas. Que par rapport à toutes les autres qu'on a pu essayer. Et puis, un truc anecdotique qui est tout bête. Mais leurs barres de fruits, le sucre, quand il fait super chaud, ils font pas. Ils collent pas là. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc les barres, en fait, on en prend une par heure en moyenne. Ouais. Et du coup, on alterne pâte de fruits, nougat. Et c'est vrai que toutes les barres énergétiques, vraiment ultra chiadées, avec plein de trucs dedans et tout ça, on est revenu à ces trucs ultra simples. Juste du sucre, point. Ouais. Il nous arrive de nous faire un sandwich. Ouais, mais c'est rare. Ouais, c'est très rare. Allez, un reste de sandwich au thon à 6h du mat. Et du coup, ça, on les achète chez Decathlon par gros lot. La dernière fois, on en a pris tellement, parce qu'on en consomme beaucoup quand même, qu'on est arrivé à la caisse avec des dizaines et des dizaines de boîtes. Et la caissière, elle nous regarde comme ça, elle dit « Mais j'ai loupé un truc aux infos. » Donc voilà, une sortie classique, on va dire, allez, 5 barres par personne. Hop, et ça fait 140 grammes. Hein. Ouais. Alors à ça, moi j'ai un petit truc perso, c'est de la poudre de caféine, enfin c'est plutôt de la caféine en poudre. Normalement ça c'est pour foutre dans des boissons, pour faire de la boisson énergisante. Ça donne un coup de boost. Normalement ça se dilue dans de l'eau, mais... c'est de la poudre, c'est pas très bon comme ça. Ça fait un peu comme une sorte de Red Bull quoi. Donc voilà, 5 grammes en plus là-dessus.
Ça c'est juste, voilà, c'est pour ajouter le poids, c'est pareil. Alors non, je vais quand même donner mon astuce là. Je prends pas un portefeuille entier en montagne parce que c'est trop lourd. Ouais. Je prends juste les cartes, toutes les cartes dont on a besoin, et je les fous dans une sacoche étanche. Voilà. Le truc qui est chiant, c'est les clés de voiture, quand même. Faut en parler, des clés de voiture. Parce qu'on est obligé de les prendre, ces foutues clés de voiture, et ça pèse, mais ça pèse super lourd, quoi. Là, pour le coup, en fait, plus vous avez une belle voiture, plus la clé, elle est lourde. Alors, du coup, parce que, tu vois, n'importe quelle clé de voiture, tu vois, c'est 50 grammes, quoi, là, tu vois. Alors, ouais, tu peux quand même pousser le vis à prendre juste cette partie-là de la clé, éventuellement. Et du coup, ce qu'il y a d'important aussi là-dedans, c'est que il y a une des cartes qui n'est pas une carte de crédit. Donc, en gros, c'est une petite carte plastifiée que je me suis fait. Il y a marqué à contacter en cas d'urgence, et dessus, il y a le numéro de téléphone, voilà, si on trouve... Bon, en règle générale, si on utilise cette carte-là, C'est mal barré. c'est mal barré, c'est quand t'as trouvé inconscient, voire pire. Voilà. Ouais, Mais bon. mais c'est important. Ouais, Ouais. c'est quand même pas mal. Et donc, voilà. Donc, ces petites conneries-là, ça rajoute beaucoup de poids, l'air de rien. Hein. Donc, c'est voilà, 80 grammes de trucs qui servent à rien en montagne. Et regarde, là, on a oublié la petite poche imperméable. Ah oui. Alors ça, c'est s'il prévoit potentiellement de la pluie qu'il faut prendre cette poche, notamment pour le matos vidéo. Oui. Donc ça, c'est des poches, en fait, c'est très simple. Hein. On les ferme même pas. On les tortillonne comme ça, et ensuite, on les clipse. Et ensuite, c'est tellement étanche que même l'air sort pas. C'est impressionnant. Donc ça, c'est des sites ou humides, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a plusieurs catégories, plus ou moins light. Celles-là, c'est celles qui sont un peu plus épaisses pour être vraiment les plus étanches. Donc 43 grammes. Alors, tant qu'on est dans les équipements généraux, en plus du téléphone, maintenant, souvent, je prends une montre connectée. Alors, pourquoi tu rigoles? Parce que tu prenais la carte papier absolument jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas faux. Donc en fait là ça a été coupé. Non, c'est que la carte est pas précise, c'est tout. Non mais là on peut rien en tirer là. Normalement j'aurais tendance à dire que ce serait là. C'est pas faux. Là-dessus, j'ai un peu renié mes valeurs originelles. Ouais. Si vous reprenez des vidéos où j'explique la sécurité en montagne il y a quelques années, j'expliquais qu'il fallait toujours avoir une carte papier et tout ça. Et du coup, c'est vrai que je prends plus du tout de carte papier. Mais en fait, je considère que puisque maintenant je pars avec le téléphone plus la montre connectée, il y a un backup de sécurité, puisque si jamais il y en a un des deux qui tombe en rate de batterie, bah, il reste quand même la carte sur l'autre. Et en plus, la carte avec la position, la géolocalisation GPS. Et c'est la carte IGN en plus, à la fois sur le téléphone et sur la montre. Alors, trouver une montre connectée sur laquelle il y avait les cartes IGN, la vraie carte IGN top 25, c'est pas facile. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur l'orientation en montagne, qui détaille exactement comment utiliser une montre connectée et pouvoir foutre une carte top 25 IGN dessus. Donc, je vais pas réexpliquer tout ça. Et du coup, c'est vraiment jouissif. Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression d'être augmenté. En un regard, on a la carte au poignet qui s'affiche, avec notre position GPS dessus. Et c'est presque de la triche, j'ai envie de dire. C'est exactement ce que j'allais te dire, oui. Du coup, cette montre, elle est vraiment géniale. C'est une montre de la marque Mobvoi. Et le modèle, c'est la TicWatch Pro 5. Et c'est la version Enduro. Donc la version Enduro, c'est une version plus résistante de la montre de base, avec un écran en saphir, donc qui est inrayable. Alors, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en matière de montre connectée. Hein. Alors, c'est une montre connectée généraliste. C'est pas une montre connectée hyper spécialisée, comme d'autres marques qui sont vraiment dédiées au sport, au running et tout ça. C'est une montre qui fonctionne sur ROS et qui permet de faire fonctionner tout un tas d'applis en liaison avec le téléphone. Mais du coup, elle fonctionne très bien pour le sport. D'abord, l'autonomie est vraiment importante. C'est-à-dire que même en la faisant fonctionner en découplé du téléphone, ça veut dire qu'avec son propre GPS et avec la cartographie hors ligne, donc c'est là que ça consomme le plus d'énergie, elle va tenir toute la journée, en la consultant fréquemment, donc en ouvrant l'écran, en naviguant dessus. L'autre avantage, c'est qu'elle a un écran qui est vraiment énorme, c'est un des plus gros écrans du marché, là, Ouais. et qui est d'une qualité vraiment top, donc quand on veut consulter une carte détaillée, c'est ultra important. Et elle est super légère pour la taille qu'elle fait. Exactement, elle a l'air grosse comme ça, et en fait elle est plus légère que la plupart des montres de sport plus petites, quoi. Et dernier point, l'ergonomie est vraiment top, le tactile fonctionne ultra bien, même avec des doigts pleins de sueur, un peu sales. Comme toutes les montres connectées, elle est dotée du capteur cardio, et après ça prend toutes les mesures, et c'est assez fiable, ça le prend assez vite, franchement. Un max 170, c'est pas mal. T'as bien tapé, dis donc. Et t'as aussi les mesures d'oxygène. Ouais, ah, ok. La saturation, d'accord, ok. La saturation d'oxygène que tu peux prendre, qui nous aurait été très utile au Chili, là, parce qu'il n'y en avait qu'un de nous sur les 5 qui avait une montre connectée, et on a suivi notre acclimatation et la saturation d'oxygène via sa montre connectée à lui. Ouais. Et bon, en France, c'est un peu moins utile, la saturation d'oxygène. Ah, détrompe-toi, ça peut... Hein, si. Alors, le matos vidéo, maintenant. Ah, elle est là.
Alors c'est le drone de couloir. Ça c'est un autre sport extrême. Bien vérifier ses appuis. Voilà, le vélo, là le problème c'est que le vélo il peut se prendre une pierre avec Thomas qui va descendre. Allez, décollage. J'ai senti que j'allais me prendre dans la gueule avec le vent. Bien sûr, le matos vidéo, ça concerne que ceux qui ont envie de filmer, c'est que du bonus et c'est que des trucs lourds. Donc c'est quand même super chiant. Et en plus, pour le plaisir des yeux, pour votre plaisir à vous, j'emporte plein de types de caméras différents pour pouvoir faire des films plus intéressants. Ouais. Mais je vais quand même vous détailler, j'ai souvent des questions là-dessus. De plus en plus, la GoPro, je la remplace par la Insta360, là, qui permet de faire des prises de vue en 360, qui est beaucoup plus intéressant en fait. La GoPro, je la prends toujours. Alors, non seulement à la descente, je la mets sur le casque, comme j'en ai parlé, pour varier avec la Insta360, mais c'est surtout que je l'utilise à la montée, un peu comme une caméra de vlog. Du coup, c'est une petite caméra super simple, je l'ai dans une poche à côté. Si je veux dire un truc, si je veux filmer un truc, c'est ultra simple, c'est rapide. Alors que si on doit sortir la vraie caméra, 9 fois sur 10, on va pas filmer parce qu'on n'a pas envie de la sortir. C'est plus pour le côté contemplatif, la vraie caméra, les paysages, tout ça. Ouais. Et la vraie caméra, on la prend pas tout le temps, en fait. Par contre, la GoPro, du coup, moi, c'est une Hero 10, là. Une 10 Black. Par rapport à l'ancienne GoPro, qui est celle-ci, là. Ça, c'est les modèles 8. En fait, il y a... Tu vois. Voilà. Elle a plus de batterie. Ça, c'était un de leurs défauts, mais c'est pas le seul. Tous les modèles d'avant, que j'ai expérimenté, ils ont tous eu... Ils avaient tous des bugs. Un peu tout le temps. Tu savais jamais si la prise que tu allais faire, elle allait être bonne, quoi. À partir de la 10 que j'ai là, j'ai plus de problème de fiabilité. C'est pour ça, tant pis, elle est beaucoup plus lourde que les anciennes. Pour une action cam, c'est quand même un peu dommage. J'adorais vraiment les anciennes, enfin, qu'elles étaient c'était petite, c'était légère et tout. Ça, c'est vraiment des gros veaux à côté, quoi. Mais non, mais en plus, quand tu les mets sur la tête, c'est pas cool le poids à cet endroit-là, quoi, tu vois. Donc... Mais malgré tout, je préfère quand même avoir la fiabilité, c'est-à-dire être sûr que le plan va être fait, quoi. Donc tant pis. La GoPro 10, ça pèse 156 grammes, 157. Plus la batterie de plus une batterie de recharge. Alors, c'est une batterie enduro, donc c'est celles qui sont blanches et celles qui sont qui tiennent mieux. 2 batteries, ça suffit. J'en utilise jamais plus de 2, donc plus 30 grammes en plus. Plus son support. Voilà, plus le support de casque. 21 grammes. Donc tant qu'on en est sur les action cam, la Insta360 forcément, vous avez tous vu que j'utilise ça de plus en plus. Alors là c'est la toute nouvelle, c'est la One X4, donc elle vient de sortir. Alors pareil, comme GoPro, ça y est, elle est super lourde, voilà c'est tout quoi, et c'est insupportable. Alors l'avantage de la One X4, je l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais c'est qu'elle filme en 8K. Alors 8K, bien évidemment, c'est 8K sur la totalité du 360. Ce qui fait que déjà si tu en prends que la moitié, tu es en 4K, et si tu prends qu'une partie dedans, puisque tu prends jamais la totalité, tu es encore en une résolution largement inférieure. Donc avant c'était du 5,7K sur les précédentes, sur la One X3, avec le cadrage restreint, en fait ça fait une résolution qui est pas ouf quand même, hein. Et ça c'est déjà mieux, mais c'est quand même très inférieur à une GoPro. Ah c'est chaud là. Ah c'est chaud là. C'est pour ça que je prends toujours la GoPro aussi, parce que la qualité d'image, elle est incomparable, quoi. Mais par contre, avec les Insta, ça permet de jouer avec l'angle, ça permet de mieux montrer la pente, ça permet d'être beaucoup plus flexible. Et immersif. Alors, combien ça pèse avec son petit sachet? Alors, sachet obligatoire pour protéger un peu quand on la porte dans le sac. Plus le support. Donc là, il y a tout, hein, il y a le support. 270 grammes. Ah, c'est correct. Ouais, ça se vaut avec la GoPro. Ouais, ça se vaut, mais tu vois, t'as ça plus ça. Et du coup, t'as pas de batterie de rechange. Non. Alors ça, c'est l'énorme avantage avec les Insta, c'est que les batteries, elles tiennent un truc de fou. Et donc, il te faut le harnais. Ouais, il faut le harnais avec. Donc ça, c'est le harnais standard GoPro, c'est le meilleur. Hein. Les autres harnais non GoPro, ils sont quand même beaucoup moins bien.
Donc voilà, 145 grammes de harnais. Donc le drone, c'est le DJI Mini 3 Pro. Alors ça fonctionne trop bien celui-là. Ouais. J'ai C'est jamais génial. eu un bug avec celui-là. Les anciens DJI, j'avais des bugs hein, quand même. Il y avait des problèmes. Ça marche tout le temps. Allez, go. Chaud. Puis il a connu quelques crashs celui-là. Ah ouais, et ça, Ouais. c'est le pire, c'est que oui, en plus c'est très solide. Je l'ai craché au moins une dizaine de fois hein, Ah oui, au oui. total. D'ailleurs, j'ai même pas changé les hélices depuis les autres crashs. Regardez, les hélices, il manque encore un bout là. Et ben, ils volent quand même malgré ça, quoi. C'est juste génial. Et en plus, il est ultra léger. Ouais. La qualité d'image est top. Alors, le drone en lui-même, il pèse 257 grammes. Ah, normalement, c'était 249, normalement. C'était censé être 200... Ah, mais non, c'est parce qu'il y a le capot. Ah, je me disais bien. Oui, mais tu le portes le capot quand même. Voilà, 247 grammes. Non, parce qu'il y a une Ah. législation sur les 250 grammes. Non, mais c'est pour ça. Regarde, il le marque dessus, en gros, tu vois. 249 Ouais, d'accord. grammes. Parce que je crois qu'au-dessus, tu es obligé d'immatriculer le drone, de le déclarer. Enfin, Ah, ok. c'est Oui, pas oui. les mêmes règles. Ouais, d'accord. Attends. Du coup, avec la totalité, avec une petite housse que j'ai achetée en supplément, voilà, on est à 305 grammes. À ça, faut ajouter la télécommande, ouais. T'oublies pas de lancer la caméra. Le coup classique. La télécommande qui est plus comme l'ancienne version avec où tu mettais le téléphone, donc c'est quand même 1000 fois plus pratique. Ah hein. ouais, franchement, ouais. Et en plus, elle est plus légère, en fait. Elle est plus légère avec son écran intégré que l'ancienne sans téléphone, Ouais. sans écran. Donc la télécommande de base, voilà, elle est à 378 grammes, mais moi en plus j'avais trouvé ce truc-là, qui est magique. C'est pas un truc officiel DJI, je sais pas pourquoi ils ont pas inventé ça, parce que c'est extrêmement C'est utile. génial, ouais. Ça permet de la protéger dans le sac, soit de la protéger simplement pour la transporter, soit de pouvoir faire de l'active track. Sans que ça bouge. Voilà. Ouais. DJI, c'est leur seul défaut que j'ai trouvé sur Ouais. tout, c'est qu'il n'y a pas de fonction bloquer les commandes. Et l'énorme avantage de ce support-là, c'est que t'as pas à retirer les joysticks, parce que sinon, Ah oui, sinon on c'est en a super perdu galère, des fois quoi. dedans, ouais. Et donc la totalité, allez, 460 grammes. Il est lourd quand même ce support. Mais bon, il est tellement pratique. Et les batteries de rechange, alors j'en ai 3, donc ça fait 4 batteries avec celle du drone. Je prends à chaque fois toutes, hein. On les utilise quasiment toutes à chaque fois. Mais elles sont ultra light. Donc la batterie, c'est 80 grammes. Et les 3 batteries, du coup, c'est forcément 3 feuilles de 24. Pour les petites sorties, je prends souvent qu'une caméra d'action et le drone, ou même pas. Et pour les vraies grosses sorties, on prend une vraie caméra. La Sony. Après. Yes. Donc je suis obligé d'en prendre une de celles qui filment. Voilà. Et c'est les Sony AX53. C'est des caméras de vlog en fait à la base, mais qui ont quand même une bonne résolution. Qui ont un zoom optique x20, qui filment en 4K, qui sont stabilisés. Et qui sont très solides. Qui sont très solides, Ouais. Ouais, Fanny, elle en a jeté une dans une falaise. Non mais je rigole pas. Je l'ai pas jeté. Non, tu l'as fait tomber. Non, sans blague, Fanny. Fanny, elle en a fait tomber. Elle a descendu de 50 mètres, hein, en rebondissant dans la falaise. Hein. Ouais. Elle est toujours là. Je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Mais c'est super lourd, hein, 625 grammes. Et à ça, il faut rajouter la housse Pour la transporter. pour la transporter. Et on monte à 740. Ouais. Alors, ces housses-là, elles sont super intéressantes parce que, pour la petite histoire, si vous cherchez des housses vraiment spécifiques, d'une taille spécifique, il faut regarder dans le matériel militaire. Parce que, en fait, les militaires, ils ont des sacs à dos avec plein de trucs qui s'accrochent dessus pour faire des trucs super personnalisés.
Et ça fait partie de matos militaire. Et celui-là, notamment, je l'accroche là, maintenant, sur la sangle du sac. Ce qui fait que la caméra, elle est portée le poids sur l'épaule, donc on ne le sent quasiment pas. Et elle est là, prête à dégainer, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on prend une housse, parce que sinon, il n'y a pas d'utilité d'avoir une housse, effectivement. Bon, pour la protéger un peu quand même. Mais... Et alors, du coup, on finit avec le sac à dos. Super important le sac à dos parce que c'est ça qui porte tout. Bon Thomas, le sac de cours, ça va 2 minutes quoi. Ah, avec une bouteille vide. C'est vrai que c'est pas très agréable. Faut qu'il soit surtout confortable. En fait, au final, plus que le poids du sac, faut le confort à la montée et à la descente. Et jusqu'à présent, on n'arrivait pas à trouver de sac qui soit confortable et à la montée et à la descente. Soit ils étaient très bons à la montée ou très bons à la descente, mais pas bons aux deux quoi. Et celui-là. Mais c'est vrai que quand on porte le vélo, on leur demande un truc paradoxal, c'est-à-dire qu'un bon sac de ride, c'est un sac qui est haut sur le dos et qui est bien collé au dos, et un bon sac pour porter le vélo, en sac à dos, c'est un sac qu'on peut régler vraiment bas pour le faire porter sur les hanches, comme un sac de trek, quoi. Ouais. Sachant que du coup, pour bien porter, il faut que le sac soit rigide. Ouais. Pour que le sac de ride soit bon, il faut qu'il soit souple. C'est ça. Il faut qu'il ait bien la forme derrière, là, pour pouvoir poser le vélo dessus. C'est pas mal de contraintes. Il y a l'accessibilité aussi qui est importante, de pouvoir prendre des trucs vite fait dedans, que ce soit pas la galère, le nombre de poches. Celui-ci, du coup, qu'on a trouvé là depuis 1 an, il est vraiment génial. Alors, paradoxalement, c'est pas un sac de vélo, c'est pas un sac de montagne. C'est un sac de ski de rando. Ouais, même de ski freeride en fait. Ouais. Donc c'est un sac de la marque Arva. Donc c'est vraiment à la base pour le ski. Il n'y avait aucune raison qu'on prenne ça pour le vélo, mais en fait, à l'utilisation, il est magique. C'est-à-dire qu'il est ultra light. Vraiment, déjà, ouais. À la montée, il tient ultra bien. En fait, là, tu peux vraiment le régler qu'il soit serré sur les hanches, là. Et en plus, avec sa forme un peu carrée, là. Il y a le vélo qui repose dessus ici. Le vélo repose très bien dessus. Ouais. Et en fait, à la descente, souvent, je modifie un peu le réglage des bretelles, je le serre un peu, comme ça, tu vois, je le remonte un peu, je le resserre, et là, il est collé au dos. De toute façon, c'est un sac de freeride, il est fait pour envoyer pour descendre. Il est fait pour descendre. En plus, il a un accès, ce que n'ont pas du tout tous les sacs, il a un accès où on peut l'ouvrir en entier par le dos. Ouais. Ça, c'est génial, parce que si on veut chercher un truc qui est au fond du sac, et voilà, on peut le prendre par ce moyen-là. Mais toutes les poches d'accès sont hyper pratiques, en fait. Alors, et il a quand même un défaut. Alors, ça, c'est vraiment con d'avoir designé ça comme ça. C'est que, en fait... les poches, elles s'ouvrent... les poches s'ouvrent par le bas, quoi. Logiquement, ça devrait s'ouvrir par le haut, parce que sinon, ce qu'il y a en bas se barre, quoi. Ça tombe du sac quand tu l'ouvres. La poignée aussi, pour le prendre comme ça, il y a une grosse poignée bien solide, ça c'est pour le prendre avec des gants de ski, mais en fait, c'est génial, quoi. Et puis il a des grosses poches aussi ventrales, là, qui sont vraiment bien. Le téléphone passe, les barres de céréales, la GoPro, ce qu'on veut. Ouais, c'est important d'avoir des poches suffisantes. Et du coup, j'ai acheté le même. Du coup, Fanny a le même en noir. On a l'impression que c'est 2 sacs différents, mais c'est le même. Du coup, on va vous peser le sac, parce que finalement, le sac, c'est quand même l'objet le plus lourd qu'on emporte, à part le vélo, évidemment. Et le poids est très très variable d'un sac à l'autre. Alors celui-ci, il a la particularité d'être extrêmement léger. Putain, je vais y arriver. Non, j'y arriverai pas. Donc 1,2 kg. Et ton ancien sac, du coup, donc pour comparer. 1,2 kg, ouais, c'est extrêmement léger. On va comparer avec l'ancien sac, celui que j'utilisais juste il y a 1 an et demi. Hop. Alors c'est pas tout à fait le même type, parce que celui-là, donc c'est un sac de ski freeride, celui-là c'est un sac d'alpinisme léger, on va dire d'alpinisme technique, pour faire de la goulotte, un truc comme ça. Donc là, celui-là, il faisait 1,8 kg. Donc il y a quand même 600 grammes de différence. 600 grammes, c'est énorme, hein. Et pour un sac qui en plus est meilleur à l'utilisation. Et souvent, c'est pas le cas. Souvent, un sac plus léger est quand même moins bon. Mais comme quoi, la conception des sacs peut varier énormément, quoi. J'en reviens pas à la différence de poids. Donc voilà, on s'est embêté à tout peser dans les moindres grammes. Et bah maintenant, on va vous faire un bilan en petits oignons. Sachant que vous avez vu que souvent, j'ai plusieurs choix d'équipement selon les cas de figure. Donc je vous ai fait un bilan avec la config la plus légère possible. Un bilan avec la config la plus lourde possible aussi. Et j'ai mis le sac moyen que j'utilise, c'est-à-dire que moi je sais très bien ce que j'utilise de base, donc j'ai mis le sac standard, on va dire, là-dedans, qui est un peu une combinaison des deux. Sachant que dedans, j'ai rajouté, dans la config légère, 1 litre d'eau. Ouais. C'est un peu le minimum avec lequel je pars quand je considère que je vais recharger en cours. La config lourde, 1,5 litre, donc ça change vachement la donne, ça change de 500 grammes quand même. J'ai mis un petit sandwich dans la config lourde. 180 grammes, c'est un peu léger quand même. 180 grammes, mais c'est un tout petit sandwich celui-là. Toi, plus lourd, le mien. On aboutit dans la config légère à un sac qui pèse 7,2 kg. Un sac chargé, 7,2 kg. Ouais.
Et la config lourde, 9,2 kg. Donc 2 kg de plus quand même. Ouais, 2 kg de Voilà. différence, ouais. Et du coup, ma config vraiment standard, c'est celle que je prends le plus, elle penche plus du côté léger quand même, elle est à 7,8 kg. Donc j'ai quasiment 8 kg de sac. Et à ça, il faut rajouter le vélo. Le mien, il est à 14,3 kg. Donc en fait, ça nous fait un total sur les épaules à 22,3 kg. Alors, souvent je vois des gens qui sont étonnés qu'on arrive à porter un vélo en haut d'une montagne comme si c'était un objet ultra lourd. Effectivement, c'est lourd, on a 22 kg sur les épaules, mais au final, c'est ni plus ni moins qu'un gros sac de trek. Hein. Ouais. Alors, un sac de trek qui est plus encombrant, effectivement, qui pose des problèmes d'équilibre et tout ça, mais c'est pas monstrueux non plus comme poids. C'est pour ça que c'est pas si compliqué que ça. On va faire. Voilà. Donc voilà. Et alors, intéressant maintenant, Voir la répartition des voir la poids. répartition, qui ressort en premier dans la répartition que vous voyez s'afficher. Eh ben, c'est le matos vidéo. Pour Donc- vous faire plaisir. Donc en fait, ce qui me prend le plus de poids dans ce foutu sac à dos, c'est juste pour vous faire plaisir, quoi. Et sinon, j'économiserais 20% si je prenais pas le matos vidéo. Et on voit qu'ensuite, à égalité, on a le poids du sac lui-même, l'eau, la nourriture et les protections. Donc en fait, si vous voulez faire le gain de poids, bah, faut s'attaquer à ces blocs-là en premier. C'est-à-dire choisir un bon sac. L'eau et la nourriture, je sais pas, il y a des gens qui voudront peut-être pas Non. optimiser la petite. Moi, je voudrais pas. Mais l'eau, par contre, c'est facile d'optimiser l'eau. C'est facile de réduire le poids de l'eau constamment en rechargeant en permanence sur le terrain. Ouais. Alors, si le terrain le permet, bien sûr, si c'est des terrains où ça coule. Et bien sûr, il y a le choix des protections. Et là, c'est quand même avec des protections qui sont ultra light. Ça fait 17%. C'est-à-dire que si vous prenez des protections un peu plus mastoc, c'est vite les protections qui vont être le poids majeur de votre sac. Les vêtements, ça ne fait que 10% finalement. C'est pas Oui, grand-chose. mais parce qu'on a choisi des vêtements techniques, légers, C'est vrai que enfin, les c'est vêtements sont optimisé super tout légers. ça. Ouais. Trousse méca, trousse de secours, c'est que 7%, c'est équivalent chacune, c'est pas grand-chose par rapport au reste. Et maintenant, bah, si on fait le bilan avec le vélo écrase tout, hein, voilà. Ah là là, sacré zérode. Mais alors, ça c'est quand même le sac léger, parce que maintenant, on va l'alourdir. Et pour ça, rendez-vous dans la vidéo 2. Et du coup, dans la vidéo 2, ça va être les options. L'option bivouac et l'option hivernale. Sachant qu'on peut tout rajouter si on veut, et d'avoir des sacs à dos énormes.